Bonjour Alain, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, salut Emmanuel, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc, je m'appelle Alain Jean Favre, je viens de Suisse, à côté de Lausanne, un petit village. Et puis, là, je fais de l'accompagnement, j'accompagne des entrepreneurs qui galèrent un peu à concilier la vie professionnelle et la vie privée. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Et la vie de couple alors aussi. Et la vie de couple, effectivement, un peu de par mon passé. C'est un peu de là que je suis venu aussi. Peut-être qu'après, je t'expliquerai Tout à rapidement fait. mon parcours, si tu veux. Oui, 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 tout à fait. Mm. Alors, toi d'abord, tu n'étais pas coach à l'origine, tu as travaillé donc pour des grosses sociétés. Est-ce que tu peux nous Ouais. en parler un peu brièvement? Oui, brièvement. Alors, à la base, je suis ingénieur, donc rien à voir avec le monde de l'accompagnement, vraiment. Et ensuite, j'ai fait du commercial dans des grands groupes comme Microsoft et SAP, pour ceux qui connaissent. Et là, je me suis confronté aussi à la pression, à tout le stress que le système peut générer avec des objectifs de vente, voilà, et ce genre de choses-là, des clients qui ne sont pas toujours très faciles. Donc voilà, il a fallu apprendre à gérer un peu un certain nombre de choses. Mais ça a participé à un moment donné de ma vie à une période, on va dire, un peu plus compliquée où j'étais plus vraiment épanoui parce que de par la pression et voilà tout cet écosystème, c'était pas vraiment fun. J'ai trois enfants aussi, une femme merveilleuse et trois enfants, mais bah, les enfants aussi, ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on a beaucoup de stress la journée, qu'on rentre le soir, qu'on est fatigué, qu'on est sous pression, voilà, on a beaucoup moins de patience avec son partenaire, son ou sa partenaire, avec ses enfants et tout. Donc, il y a vraiment, il y a eu beaucoup d'effets de bord aussi sur euh, du travail sur la vie privée. Donc, j'ai vraiment vécu tout ça. En plus, j'arrivais un peu dans la période de la quarantaine où on se commence à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie d'engraisser les gros actionnaires Microsoft ou est-ce que je veux faire quelque chose qui est beaucoup plus proche de mon cœur? Donc voilà, j'étais vraiment dans cette phase-là avec la volonté d'être indépendant et de créer mon entreprise. Donc là j'ai déjà commencé par quitter mon job là, chez Microsoft pour faire quelque chose voilà, qui me correspondait un petit peu plus. Mais en même temps, j'ai créé ma société. Je me suis beaucoup formé depuis 2015 voilà, au coaching, à plein de techniques. On en reparlera certainement un petit peu plus loin. Mais la résultante de tout ça, c'est que voilà, quand on est cadre ou quand on est entrepreneur, qu'on est passionné par ce qu'on fait, voilà, ça a aussi des écueils et des effets de bord sur la famille, sur la relation de couple. Et pour avoir traversé tout ça, et avoir mis en place en fait tout ce que j'apprenais au fur et à mesure dans ce nouveau métier d'accompagnant. Je l'ai mis en place chez moi, dans mon couple, avec mes enfants, dans ma famille, dans ma vie privée. Et aujourd'hui, ça fonctionne du tonnerre. Je suis le plus heureux du monde. Et voilà, c'est pour ça que je me lève le matin. J'ai envie désormais de partager tout ça avec un maximum de personnes. Génial. Donc maintenant, en fait, ta vie privée, ta vie professionnelle, ta vie avec les copains, tout ça, en fait, ça va beaucoup mieux. Tu as trouvé un bel équilibre alors. Oui, et puis et beaucoup mieux, c'est même sous-estimé. Aujourd'hui, c'est vraiment génial parce que je suis outillé, j'ai mis en place des choses, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. J'ai vraiment les outils pour pouvoir faire face à toute situation de stress. Avec ma femme, désormais on a appris à communiquer, on a appris à bien se connaître, on a vraiment des outils qui font que notre quotidien est vraiment super agréable. Donc pour moi, c'est vraiment de se dire, on apprend les mathématiques à l'école, on apprend un métier, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à être heureux? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à avoir confiance en soi? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à gérer, à bien communiquer, le relationnel? Donc voilà, pour moi, ça passe aussi par un apprentissage, de se dire, j'ai envie que ma vie, elle change, j'ai envie que ma vie aille mieux. Ça passe par des changements de comportement et par de l'apprentissage. Alors, comment on fait un petit peu concrètement pour équilibrer sa vie quand on est en fait submergé par son travail, par la vie en général, hein, quand on est en train de courir à 100 à l'heure en permanence? Quel conseil tu donnerais pour arrêter de courir et plutôt ralentir et équilibrer tout ça? Alors,
le premier point, c'est déjà de prendre conscience qu'on est dans ce mode-là. Parce que quand on a la tête dans le guidon, je ne sais pas si ça se dit chez vous en Tout France, à fait. quand on a la tête dans le guidon, on est cadre ou entrepreneur, ben voilà, on aime ce qu'on fait et puis on y va à fond et on se rend pas compte en fait que, et moi ça m'est vraiment arrivé avec ma femme. Au début, elle me disait Alain, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais moi, ben, j'ai toujours vu mes parents ensemble, mes frères aussi ensemble, dans une relation de couple qui fonctionne. Pour moi, il pouvait rien se passer. Et là, ma femme me disait, Alain, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais moi, un bon mec, je me dis non, mais il n'y a pas de problème, ça va aller. Voilà, jusqu'au jour où je me suis vraiment réveillé à cette prise de conscience de dire non, là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne plus. On est de moins en moins souvent d'accord sur les choses, même s'il n'y avait pas des grosses crises. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est vraiment de faire cette prise de conscience, de dire ah non, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ma santé, si je continue comme ça va pas aller. La relation avec mes enfants, si je continue comme ça va pas aller. Je ne suis pas épanoui. Donc, voilà. Première chose, c'est vraiment la prise de conscience. Comment on fait pour prendre conscience? Alors, quand on est en fait de la tête dans le guidon, comme un hamster dans sa cage, qui tourne en boucle comme ça, comment on fait? Alors, moi, j'ai un petit outil. Je peux le partager comme ça par oral. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais tu sais, ces diagrammes, on appelle ça en anglais des spider charts. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais bref, t'imagines, tu vas mettre toutes les dimensions de ta vie, ton bien-être personnel, ton couple, ta santé, ta famille, ton business, tes finances, l'environnement où tu vis, et puis tes rêves. Donc, ça fait neuf dimensions. Et puis, tu vas faire des axes comme ça, que tu fais un cercle, et puis tu vas mettre des axes, et puis tu vas graduer les axes de 0 à 10, et tu vas t'imaginer, OK, maintenant dans mon couple, je suis à combien sur une échelle de 0 à 10? Bah, voilà, si je réfléchis de manière objective et tout à fait honnête, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je suis à 5. OK. Et puis tu fais l'exercice pour chacune des dimensions, et ensuite tu vas relier tous ces points. Et tu vas te rendre compte que idéalement, on aimerait avoir une roue, tu vois, la plus équilibrée possible. Mais si ta santé, ça ne fonctionne pas, eh ben, tu vas avoir un trou ou une forme un peu concave comme ça. Et imagine-toi de rouler avec cette roue-là, ben, ça ne va pas fonctionner. Ça roule Donc, pas droit. ça roule pas droit, voilà. C'est comme si tu as une roue de vélo qui est complètement voilée, bah non, ça fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'utilise qui est vraiment simple et visuel aussi, tu sais, de te dire, ah bah, ok, non, là, je vois que ma roue, purée, elle est pas, ça va pas le faire. Et après aussi de se projeter un petit peu, de dire, ben voilà, il y a une phrase que j'aime bien, c'est ben, si tu n'as pas le temps de t'occuper de ta santé aujourd'hui, tu auras le temps de t'occuper de ta maladie demain, tu vois. Donc c'est un peu cette prise de conscience et tu prends n'importe laquelle des dimensions, ben, ça va être comme ça. Si tu t'occupes pas de ton couple aujourd'hui, tu auras le temps de t'occuper de ton divorce demain. Si tu t'occupes pas de tes enfants aujourd'hui, tu auras le temps de gérer vraiment des grosses crises peut-être à l'adolescence. Donc voilà, c'est un peu un tout. Donc, pour la prise de conscience, tu conseilles de prendre du temps pour soi déjà, faire une introspection. Ouais, exactement. C'est souvent un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on est tellement dans l'action Mm. qu'on n'a pas le temps de tirer le frein à main et de se poser, de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Et il y a une deuxième petite astuce aussi pour les auditeurs que je trouve assez sympathique. Tu peux aussi faire l'échelle de ta vie, tu sais, de 0 à 100% ou à 80 ou 90 ans. Je sais pas quelle est l'espérance de vie en France, mais voilà, pour un homme, c'est environ 81 ans, je crois, en Suisse. Et puis, tu vas dire, ben, aujourd'hui, moi, j'ai 52 ans, donc voilà, j'ai déjà un bon bout de fait. Et puis, le temps, ça passe vite. J'aimerais pas avoir de regrets non plus au moment de partir de ce bas monde. Euh, donc, voilà, comment est-ce que je fais pour profiter un maximum du temps qui me reste sur cette terre? Et des fois, de se projeter, bah, ça nous fait prendre conscience, quoi. Est-ce que d'être à 3000% dans mon business, est-ce que quand ça sera un peu le moment de faire le bilan en fin d'année, en fin de vie, est-ce que c'est vraiment que ça qui compte? Ou est-ce que d'avoir des relations profondes avec son partenaire, avec ses enfants,
avec ses amis, et pour soi aussi, de passer du temps pour faire réaliser ses rêves. Celui qui adore la peinture. Moi, je fais la musique dans un groupe de jazz. On s'éclate avec les copains. Là, on a fait un concert à la montagne le week-end dernier. Bah, c'est juste génial. C'est des moments incroyables. Et Tu ben, joues de quel voilà, instrument? du piano. Les pianos, moi j'adore le jazz. Alors c'est quel jazz? Plutôt jazz classique ou... Non, c'est du jazz de New Orleans, style 1920, 1930, très festif. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Tu vois, ça fait partie pour moi, le succès, c'est vraiment d'arriver un peu dans toutes ces dimensions de vie, d'être à l'aise. Et voilà, ça, pour moi, c'est la définition du succès. Effectivement, tu nous as donné deux très beaux outils. Alors, on prend conscience et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a, on se dit, oh là là, il y a quelque chose qui va pas là. Mhm. Mais comment faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai constaté? Ben, la deuxième étape, c'est de se poser la question, je veux quoi? Tu montes dans un taxi et tu lui dis, j'aimerais que tu m'emmènes quelque part. Ouais, mais t'es bien gentil, mais je t'emmène où? Et tu m'emmènes quelque part. Où je suis, où c'est sympa. Ben, oui, mais le gars, peut-être il t'emmène à un endroit, mais toi, c'est pas du tout ton truc, quoi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans ces différentes dimensions, de se dire, ben, j'ai envie de quoi comme relation de couple? J'ai envie de quoi comme relation avec mes enfants par rapport à mes loisirs? C'est, c'est quoi, idéalement, ce que j'aimerais par rapport à mon travail? Voilà, où est-ce que j'ai envie d'aller? Et ton cerveau, à partir du moment, et ça c'est les neurosciences, hein, il y a vraiment des mécanismes. Si tu dis à ton cerveau où tu veux aller, ben voilà, lui, il va, il va, euh, il va t'emmener où tu as beaucoup plus de chances d'arriver à destination que si c'est pas où tu. C'est comme tu sais quand tu veux changer de voiture et puis que voilà, j'aimerais une voiture rouge. Alors tu vas toutes les voitures rouges qui vont passer dans la rue, tu vas les regarder parce que ton cerveau, il sait où il va, il sait ce qu'il recherche. Et tu peux vraiment faire le parallèle avec ton travail ou ton business, par exemple, de se dire, ben, si je sais où je veux aller dans mon business, j'ai beaucoup plus de chances de saisir les bonnes opportunités parce que je sais ce que je recherche. Tu vois. Donc, se fixer des objectifs, comment on peut faire alors? Alors, il y a quelques questions assez clés, justement, de se dire, ben, voilà, qu'est-ce que je veux dans chacune de ces dimensions? Et moi, je connais très, très peu de personnes qui se posent cette question-là. Mais prends une fois, je sais pas, 1 heure ou 2 heures. Tu dis, Hmm. OK, je liste les dimensions de ma vie, là, que j'ai citées. Bah, tiens, c'est quoi la relation de couple idéale que j'aimerais avoir? Hmm. OK, Ouais. c'est quoi les activités? Si je me projette avec ma chérie, voilà, sur le court terme et sur le long terme, c'est où est-ce qu'on veut aller? Quel type de relation? Quel type de personne? Quel type de mari? Quel type de papa j'aimerais être? Dans l'idéal. Quel type de businessman ou d'employé ou peu importe, hein, j'aimerais être. C'est quoi la situation financière que je recherche? Donc ça, c'est la deuxième étape de se poser des questions et de le formaliser idéalement hein, par écrit, de se dire voilà un peu où est-ce que j'aimerais aller. Et là, derrière, souvent, il y a un travail aussi un peu de déconstruction des croyances limitantes ou des choses qu'on peut s'imaginer, de dire, ah non, mais ça, c'est possible, c'est pas possible parce que ça va jamais fonctionner. Pour moi, c'est impossible d'apprendre le piano à 40 ans parce que je suis trop vieux, tu vois. Et alors que le piano, c'est ma passion. J'ai toujours rêvé d'apprendre le piano, mais je suis trop vieux, donc ça va pas fonctionner. Tu vois? Donc là, il y a des choses à travailler au niveau de tout ce qu'on se raconte dans notre cerveau. Voilà, des croyances limitantes, des pensées négatives. Donc là, il y a deux, trois choses à faire, des outils à utiliser pour changer sa façon de voir des choses et se rendre compte en finalité que il y a énormément de choses qui sont possibles si on s'en donne les moyens. J'ai mon papa qui a commencé à apprendre le piano, il avait 70 ans, donc voilà. Alors il n'est pas devenu virtuose, hein, mais au moins il s'est fait plaisir, donc voilà. Ensuite, après, quelles sont les étapes? Une fois que tu as fait ces deux étapes, Après, il y a une étape qui est d'apprendre à gérer son temps et d'apprendre à gérer les priorités. ouais. Parce que bah, c'est vraiment un truc super important. Tu connais certainement, ou la plupart des gens connaissent cette métaphore des gros cailloux, tu sais, où voilà, on a un bol ici,
je ne sais pas si on appelle ça comme ça en France, mais un bol, voilà, puis on le remplit avec des petits cailloux, mais en finalité, on n'a plus la place pour mettre les gros cailloux. Donc la question à se poser, c'est ben, c'est quoi mes gros cailloux? C'est quoi les choses vraiment importantes dans ma vie? Et puis quand on fait son planning, eh bien, mettre ces choses-là en priorité. Ouais. Parce que les gens qui me disent, ah, mais j'ai pas le temps de m'occuper de mon couple, j'ai pas le temps de voir mes enfants, euh, non. Je dis que si c'est comme si tu es un businessman, tu as un énorme client voilà, pour un contrat de 12 millions, je te garantis que tu vas trouver 1 heure par semaine pour travailler sur ce projet-là. Est-ce que ton couple, il est plus important que ton contrat? C'est des Comment questions. t'arrives, toi, à t'organiser? Quel outil tu utilises? Alors après, il y a toutes les techniques un petit peu standards, tu sais, de la loi de Pareto, matrice d'Eisenhower, voilà. Mais ça, en fait, ces techniques-là, il faut les adapter à soi parce qu'on a tous un mode de fonctionnement qui est différent. Et voilà, on peut aller sur Google et puis lister les 20 conseils de productivité. On va trouver des trucs super intéressants et qui fonctionnent, mais des fois, ils ne sont pas forcément adaptés à toi. Donc après, c'est un peu un travail de voir qu'est-ce qui fonctionne aussi par rapport à ton rythme de travail. Il y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont plutôt du soir. Donc à quel moment est-ce que tu vas gérer les choses? Quel environnement de travail tu mets aussi en place, tu vois, pour pas être dérangé. Euh, voilà, donc c'est vraiment d'apprendre à se connaître aussi pour être le plus efficace possible et puis de se former justement un peu à ces techniques de gestion du temps pour arriver à reprendre le contrôle. Et souvent, tu sais, on a tendance à faire des to-do list qui n'en finissent plus, qui sont longues comme le bras. Et très souvent, la recette, c'est pas d'essayer d'en faire encore plus dans ta journée. C'est plus de dire non et de supprimer toutes les choses qui ne sont pas importantes. Et de se concentrer sur les choses qui sont importantes, mais pas forcément urgentes. Tu vois. Typiquement, de prendre le temps de réfléchir à où est-ce que je veux aller dans ma vie. Bah, quelque part, c'est pas top urgent dans la minute près. Mais si tu ne te poses pas ce genre de questions, bah, tu as peu de chances d'arriver à la vie que tu rêves. Tu vois. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi alors? Ouais. Alors, moi, je fonctionne comme ça. J'ai déjà défini ma vision à long terme. D'accord? Où est-ce que je veux être dans 5, 10 ans? J'ai ma vision à l'année. Et puis, je travaille par trimestre. Donc, c'est quoi les 5 projets principaux que je dois réaliser dans le prochain trimestre, dans les 90 prochains jours. Et en fonction de ça, voilà, j'ai vraiment mon étoile du Nord, si tu veux bien. Et après, je planifie, en fin de semaine, je planifie toujours la semaine qui va venir, tout en gardant à l'esprit ces 5 projets principaux. Ouais. Je me dis, est-ce que je travaille bien sur les priorités? Et quand je fais mon planning de la semaine, j'ai à côté toutes les catégories de vie aussi. Et je m'assure de mettre des choses. Voilà, par exemple, j'ai dans mes objectifs, mes enfants, ils sont grands, mais euh, 1 fois par semaine, j'ai comme objectif de passer un moment avec un de mes enfants. Mais un moment juste hier, je suis allé manger avec mon fils qui a 25 ans. Voilà, Ouais. on a pris 1 heure ensemble, c'était super cool. Et ben voilà, ça, c'est des choses que je planifie et que je le fais de manière consciente. Je sais qu'avec ma femme, c'est important qu'on passe du temps ensemble. Eh bien, on s'est booké le samedi soir. On va pas sortir avec des amis ou quoi que ce soit. On a réservé le samedi soir que pour nous. Donc, voilà, planification de la semaine. Et puis aussi, chaque soir, je planifie aussi ma journée qui va suivre en essayant de grouper les tâches qui font du sens ensemble. Euh, mais ça me permet aussi, bon, parce que toi, tu es un spécialiste de l'anxiété, le Oui. fait, le fait de planifier ta journée, ça permet d'éviter que tu as le cerveau qui tourne toute la nuit, de se dire, ah oui, puis ça, puis j'ai oublié de faire ça et tout. Moi, quand j'ai terminé ma planification, j'ai fermé le livre et puis voilà, je suis vraiment zen et voilà, c'est quelque chose qui me convient très bien. J'en parle souvent à mes clients qui ont du mal justement en fait à faire de la thérapie parce que ils bloquent pas du temps en fait pour eux. Mm. Et en fait, organiser sa journée,
C'est vraiment donner une direction à son cerveau, parce que sinon, ça part dans tous les sens. On va faire Ouais, une tâche, une autre, et finalement, on ne va pas faire l'essentiel. Donc, je ouais. dis à mes clients, bloquez du temps dans votre agenda pour consacrer du temps à la thérapie, par exemple. Comme ça, ils peuvent avancer. Sinon, ils le font, mais à moitié, et ils n'avancent pas, en fait. Et c'est intéressant parce que souvent, on a tous une relation avec le temps. Et moi, j'ai des clients, le fait de planifier les choses, ça les angoisse parce qu'ils se sentent prisonniers, ils se sentent plus maîtres du temps. Mais en fait, c'est complètement à l'envers parce qu'à partir du moment où tu planifies les choses, déjà, tu as le droit de te planifier des moments pour toi, tu as le droit de te planifier des moments où tu mets rien du tout et où tu verras ce qui vient ou ce que tu as envie de faire. Et en fait, voilà, tu retrouves de la liberté. C'est un peu contre-intuitif, mais le fait de planifier et de t'organiser mieux, eh ben, tu retrouves beaucoup de liberté. Et après, tu es aussi beaucoup plus efficace parce que voilà, quand tu te mets dans des bonnes conditions, que tu travailles sur les choses importantes au bon moment de la journée, avec le calme, sans être interrompu, eh ben, tu abats un travail énorme versus voilà, faire un petit peu de tout, d'être sans arrêt interrompu. Et puis en finalité, tu n'as pas été productif dans ta journée. Donc, voilà. Quelque Tout part, à fait. l'objectif, c'est de travailler moins et d'avoir du temps pour soi, pour faire les choses qu'on aime. Et ça passe par de l'organisation, trouver son mode d'organisation qui te convient. Tout à fait. Moi, j'avais planifié en fait le ménage avant de prendre quelqu'un qui fait le ménage chez moi maintenant, mais tous les samedis matins, pendant 2 heures, je faisais mon ménage, ce qui fait qu'après le week-end, j'avais le temps libre pour moi, pour faire ce que je voulais. C'était Mhm. une sorte de rituel en fait, et ça libère du temps, franchement. Ouais. Quelle étape en fait tu verrais? Alors ensuite, moi j'utilise vraiment ces étapes-là quand j'accompagne ma cible, c'est vraiment les entrepreneurs, hein, les cadres Oui. et les entrepreneurs. Voilà, quand on a dit, ben, on fait déjà l'état des lieux, ensuite on va dire ben, où est-ce qu'on veut aller, on arrête le feu, tu vois, on éteint le feu déjà au niveau de Mm. l'organisation, de la gestion du temps. Après, moi, j'outille mes clients avec des choses que, à mon avis, on devrait apprendre à l'école, mais voilà, comment est-ce que tu travailles la confiance en soi pour autant que ça soit un problème pour l'entrepreneur? Comment est-ce que tu gères toutes les croyances limitantes ou tout ce qu'on se raconte, tu vois, de se dire, ben, je suis pas capable de faire ça. Ben, c'est clair que si tu pars avec cette croyance-là, ton cerveau, il va toujours te donner raison. Donc, c'est important de changer cette croyance, de dire, ben, voilà, si je travaille, je suis tout à fait capable d'arriver à faire ça. Donc, il y a une partie d'éducation, éducation, c'est pas le bon mot, mais de formation, si tu veux bien, apprendre, voilà, la confiance en soi, la gestion de ses émotions, la gestion de son énergie aussi, ça passe aussi par faire de l'exercice régulièrement, équilibrer aussi l'alchimie du cerveau au niveau des neurotransmetteurs. J'ai un petit test que je leur fournis pour voir est-ce qu'ils ont des carences au niveau des neurotransmetteurs. Tu peux Parce expliquer que, brièvement ce que sont les neurotransmetteurs? ouais, alors, moi, je suis pas médecin, hein, donc Mm. avec des pincettes, mais on va dire, c'est un peu l'alchimie que tu as dans ton cerveau. Et très souvent, par exemple, le GABA, qui est un des neurotransmetteurs, quand on est en carence de GABA, bah, on va avoir plus tendance ouais, à être déprimé. Enfin bref, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Oui, oui. Identifier des carences, c'est très souvent en changeant un petit peu son alimentation, en allant faire du sport de manière régulière, d'aller dans la nature, eh ben, on équilibre cette alchimie du cerveau. Et du coup, on est beaucoup mieux outillé pour faire face bah, à l'anxiété ou à plein d'autres choses. Donc, c'est un peu des petits pas dans plusieurs directions de se dire, j'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à équilibrer mon corps, à gérer mon énergie. Et quand tu mets tout ça en place, eh ben, tu commences à avoir des fondations vraiment super solides pour que tout ce qui t'arrive dans la journée, ben, OK, il n'y a pas de souci, on prend et on va régler les choses. Et en fait, ça, c'était la dernière étape où il y a encore une étape. Alors après, c'est bien joli de rêver, de se dire, ben voilà où est-ce que je veux aller. Mais après, il faut mettre les choses en place. Et Oui, moi, j'ai un ouais. passé d'ingénieur. Donc, on fait deux choses. On va déjà définir c'est quoi les objectifs précis et c'est quoi la stratégie pour arriver à ces objectifs.
Et puis dernièrement, comment on va mesurer qu'on va bien dans la bonne direction? Tout en sachant que c'est pas rigide et que la direction, on peut l'ajuster, hein, si, et c'est normal, au fur et à mesure de la vie, nos envies, elles changent. Donc, ça, c'est des choses à faire très régulièrement, de se reposer les questions tous les X temps. Ben, tiens, où est-ce que je veux aller? C'est quoi mes nouveaux rêves? C'est quoi, qu'est-ce qu'on aimerait changer dans notre relation de couple? Euh, voilà. Donc, c'est définir des stratégies, des actions concrètes, et ça passe par des habitudes aussi. C'est des petites habitudes à mettre en place et à s'assurer qu'on les mette bien en place précisément, en mesurant ça. Ça peut paraître un peu rigide, mais quelque part, voilà, pour moi, c'est important d'avoir le contrôle sur ma vie et pas de subir tout ce qui m'arrive, tu vois. Et quand tu as en place des stratégies, des méthodes et que tu es bien outillé, ben, c'est super cool. Moi, j'ai souvent des entrepreneurs qui ont du succès, Mhm. seulement ils se retrouvent à être anxieux parce qu'ils ont du mal à passer du temps avec eux-mêmes, justement. Comment passer à l'action? Comment les aider à passer à l'action? Ben, ça rejoint un petit peu ta toute première question de dire, Oui, voilà, pour moi c'est vraiment cette prise de conscience. Et puis à partir du moment où tu te dis, ben, non, j'ai plus envie de subir tout ça, j'ai envie de définir la vie de mes rêves. Alors ça peut paraître un peu, tu vois, dans les airs comme ça, la vie de mes rêves. Mais moi, j'y crois vraiment sincèrement que si tu mets des actions conscientes dans toutes les dimensions de ta vie, eh ben, tu peux avoir une vie super cool. C'est vraiment un changement d'état d'esprit, de voir les choses de manière positive aussi. Plus tu vas entraîner ton cerveau à voir les choses de manière positive, eh ben, plus tu vas voir du positif. Tu vois, oui. c'est les neurosciences qui nous ont appris ça un peu depuis ces dernières années, qu'on peut vraiment reprogrammer son cerveau. Alors, je vais peut-être reformuler ma question. Je vais dire comment les motiver. Les motiver à passer à l'action, à changer, à prendre du temps pour eux, à suivre les conseils thérapeutiques. Bah, alors après, ça peut passer par se faire accompagner aussi, parce que Ouais. là j'ai décrit un petit peu les différentes étapes, mais c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de faire ça, bah, c'est compliqué. Donc après, il y a des gens comme moi qui peuvent les accompagner, des coachs, où on va pas leur apprendre leur travail, on va pas, mais on va les aider à mettre le coup de frein pour prendre ce recul et mettre en place les bonnes actions. Parce que en finalité, si on n'a jamais fait un peu de développement personnel, d'introspection, de bien se connaître, etc., ben c'est des choses assez difficiles à faire tout seul. Et en étant accompagné, on va beaucoup plus vite. Et puis, j'inviterais aussi les entrepreneurs ben, à côtoyer d'autres entrepreneurs parce que moi, je suis un fervent convaincu du cerveau collectif et le fait de comprendre, ben, ah, je suis pas toute seule à avoir ce genre de problème. Et puis l'autre, voilà ce qu'il a mis en place pour s'en sortir, d'échanger, de se partager des idées. Je trouve que c'est vraiment très riche, très riche et du coup, on se sent moins seul et on avance beaucoup plus vite. Donc, voilà, parfois, on peut taper sur Google et puis on va passer des années ou des jours à, à se former, à essayer de trouver des choses, essayer et voir que ça ne fonctionne pas forcément pour soi. C'est une option. Et l'autre option, ben, c'est de trouver des personnes de confiance avec qui on a envie de travailler et puis de se faire accompagner par ces personnes-là voilà, pour aller beaucoup plus vite. Je trouve que le coach, le thérapeute, le psy peut vraiment aider en fait la personne à non pas à se motiver. Alors la motivation, pour moi, le concept de motivation, il est un peu erroné. Si on se dit un jour je vais trouver la motivation, non. Pour moi, c'est des petits changements. Je suis en train de lire un bouquin, Un rien peut tout changer. Ça s'appelle Atomic Habits en anglais. En fait, il dit que vraiment le changement en fait est basé sur des répétitions et sur une discipline. Donc Ouais. régulièrement s'entraîner à travailler sur ses pensées négatives. Mhm. Ça n'a pas besoin d'être 3, 4 heures par jour, mais une dizaine de minutes. Mhm. Régulièrement faire une balade tous les jours Mhm. dans son jardin, enfin dans son parc préféré. Mhm. Et à force d'habitude comme ça,
on arrive à se motiver et à changer. Est-ce que ça, tu observes ça aussi? Tout à fait. Alors pour moi, il y a deux choses qui fonctionnent super bien en termes de motivation. La première, c'est précisément ce que tu as décrit, les petites habitudes qui sont pas énormes, tu vois. Si tu veux tout d'un coup mettre 20 nouvelles habitudes, ça va être compliqué. Par contre, des petits pas, un petit truc, ben voilà. Désormais, je m'efforce de, voilà, d'aller faire une balade de 10 minutes tous les jours. 10 minutes, on doit arriver à le faire. Et après, ça devient vraiment une habitude et tu n'y réfléchis plus, tu n'as plus besoin de motivation pour faire cette action-là. Donc, effectivement, les habitudes. Et puis, la deuxième notion, c'est la notion d'identité. Parce que quand tu relis ce que tu fais à quelque chose d'identitaire, eh ben, t'as une motivation qui est décuplée. Dans le sens, moi, j'ai envie d'être un bon père. Ça me motive vraiment profondément. Et quand je dois passer à l'action pour quelque chose, si je me reconnecte à cette vision du papa que j'aimerais être, ou cette vision du mari que j'aimerais être, et là, encore une fois, on revient à se poser la question, où est-ce que je veux être, quel type de personne je veux être dans les différentes dimensions de ma vie, tu vois. Et ben là, tu trouves la motivation. Moi, au niveau business, ben, j'ai envie d'aider les gens. Ça me prend vraiment profondément. D'ailleurs, rien que le dire, j'ai des fours, Ouais. la chair de poule, c'est quelque chose de profond. Et des fois, je dois faire des choses dans mon business que j'aime pas faire, mais je me reconnecte à cette vision-là de personne qui peut aider les autres. Et du coup, ça me motive. Donc ça, c'est les deux leviers pour moi qui sont hyper puissants. Les petites habitudes à répéter et la question identitaire, quel type de personne j'aimerais être. Ou par exemple, je suis un sportif. J'ai cette identité de sportif. De ce fait-là, je suis obligé de, enfin pas obligé, mais je me sens enclin à faire du sport régulièrement. Exactement. Et moi, j'ajouterais quelque chose qui peut effrayer en fait les gens, justement, c'est la discipline. La discipline. On a l'impression que c'est une perte de liberté, mais si je reviens en fait à ce ménage que je faisais tous les samedis matin, c'était vraiment quelque chose en fait je me posais pas la question quand je devais faire le ménage, je le faisais et après j'avais vraiment le week-end de libérer par rapport à ça. Et c'était pour moi la discipline, c'est vraiment une liberté. Et par exemple, je me force parfois ça vient, parfois je me force à méditer une dizaine de minutes tous les jours. Mhm. Quand je faisais 20 minutes, c'était un peu long. Et mon temps minimum de méditation, c'est 10 minutes. Si j'ai envie de faire 30, c'est bien. Mhm. Cette discipline qui peut être une contrainte parfois, ça m'apporte énormément, ça me calme, ça me fait du bien. Mhm. Bon, tout à fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette notion de discipline, même si ça a l'air un petit peu militaire, mais Oui, après, c'est vrai que discipline, des fois, le mot, comme tu dis, ça peut faire peur ou c'est pas trop ouais, sexy. C'est pour ça que moi, j'aime bien reconnecter ça, encore une fois, à la question identitaire. Et puis, qu'est-ce que je ouais, mets en place? Quelle action je mets en place? Pour moi, ouais, action, c'est plus fun que discipline. C'est ouais, personnel, hein. Chacun voit les choses différemment. ouais. Moi, c'est quelle action je mets en place pour vivre la vie de mes rêves. Et ça passe par des petites choses que je répète. Et puis, voilà, des fois, tu es super motivé à le faire, puis des fois, c'est un peu plus compliqué. Et là, tu te reconnectes à qui tu veux être et à la vie que tu veux vivre. Et là, du coup, ça fonctionne. Donc une fois que tu as fait tout ça, comment tu consolides en fait les progrès qui ont été effectués? Ben, en fait, c'est un cycle perpétuel. Moi, régulièrement, je reprends ma feuille de route, voilà, et les questions que je me suis posées dans les différentes dimensions. Et puis, je me dis, OK, ben, le couple, ouais, ça fonctionne bien, mais il y a ce truc-là où j'aimerais bien qu'on progresse là-dessus. Alors après, on se pose la question, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est quoi la stratégie? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre des choses? Est-ce que j'ai besoin de mettre de nouvelles habitudes en place? Et si oui, bah voilà, il faut passer à l'action. Donc, pour moi, la consolidation, ça passe par se remettre régulièrement en question, se reposer un peu tout le cycle que je t'ai décrit. C'est quelque chose à refaire régulièrement. Et bah, en mesurant, tu vois, typiquement la roue
dont j'ai parlé au début, et ben voilà, régulièrement, on fait l'exercice de la roue. Et d'ailleurs, ce qui est génial pour le couple, c'est de faire cet exercice aussi ensemble. Et nous, on le fait avec ma femme tous les mois, de se dire, bon, OK, où est-ce qu'on en est dans nos différentes dimensions de vie? Est-ce que toi, tu es heureuse dans ton travail, dans tes loisirs, etc. Et comment je peux t'aider aussi dans toutes tes dimensions de vie? Et ça permet vraiment de se reconnecter parce que moi, ce que j'ai eu vécu au niveau de notre couple, c'est que à un moment donné, je suis parti dans mon délire entrepreneurial de me former pour accompagner les gens et tout. Donc, tu découvres des outils qui sont super, super géniaux. Quand tu les mets en place, ta vie, c'est génial. Et tu as envie de convertir tout le monde. Mais l'autre, il n'a rien demandé. Tu vois. J'ai Donc, connu à un ça moment donné, aussi. on s'est retrouvé déconnecté avec ma femme parce que moi, je partais dans une direction sans m'être aligné avec elle régulièrement. Tu vois. Donc voilà, on a dû mettre en place des choses pour qu'aujourd'hui, on a 34 ans avec nos trois enfants, on est très heureux. Mais voilà, on est passé par ça. Donc, si tu peux faire ces exercices-là et avoir ces discussions, et c'est des discussions juste géniales avec ton ou ta partenaire, ben voilà, ça te reconnecte. Et puis, tu t'assures voilà, que tu n'es pas en train de creuser un fossé, quoi. Puisqu'on parle de la vie de couple, c'est un peu ta spécialité. Comment avoir, brièvement, bien sûr, on va pas pouvoir tout dévoiler, mais comment avoir une meilleure vie de couple alors? Ah, c'est une très, très bonne question. Euh, alors, c'est un projet complexe, mais qui rejoint un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quoi. C'est déjà de faire le bilan, ben voilà, c'est quoi les choses qui fonctionnent bien et auquel cas on va en faire plus dans notre couple, et c'est quoi les choses qui fonctionnent moins bien, auquel cas ben, on sait que c'est des points de vigilance à avoir. Où est-ce que tu veux aller dans ton couple? Qu'est-ce que tu apprends comme fondation pour que ton couple soit solide? Et pour moi, ces fondations, ça passe par se connaître. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins, par exemple, et d'exprimer ça à ton partenaire. Ça passe par bien gérer tes émotions, parce que dans le couple, euh, l'émotionnel, évidemment, est super important. Et ce qu'on ne se rend pas compte, souvent, c'est l'impact de notre passé sur notre relation de couple, quoi, sur notre vie en général. Mais euh, il y a des statistiques, je crois, que c'est quand il y a un événement qui se passe et sur lequel on peut avoir un peu de tension, il y a 90% des choses qui sont de la charge émotionnelle qui est liée à des choses qui se sont passées dans ton enfance ou dans des précédentes relations et 10% qui sont vraiment liés aux faits réels. Donc, je te prends un exemple. On se prend la tête pour vider le lave-vaisselle. Il y en a un qui n'a pas vidé le lave-vaisselle. En soi, tu es d'accord que ce n'est pas la fin du monde si tu n'as pas si t'as pas vidé le lave-vaisselle. Mais peut-être qu'il y en a un qui pète les plombs parce que c'est un manque de respect pour lui que l'autre n'ait pas fait sa tâche. Alors que l'autre, il ne le voit pas du tout comme ça. Il ne voulait pas manquer de respect au partenaire. Donc, toi, c'est un peu c'est apprendre à bien se connaître, à bien gérer ses émotions, avoir cette deuxième grille de lecture. Et ça, après, ben, c'est apprendre communiquer, à exprimer tout ça à son partenaire de la bonne manière. Donc, pour moi, ça passe par, voilà, par se connaître et s'outiller pour apprendre à gérer le quotidien. Et si je devais donner un conseil aujourd'hui, Oui, une astuce vraiment simple, je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour. non, C'est Gary Chapman, qui est un psychologue américain, qui a identifié en fait 5 manières euh, dont chacun, comment dire, 5 manières de, de témoigner ou de transmettre son amour. Alors, ça passe par les mots, on appelle ça les mots doux ou les paroles valorisantes. La deuxième manière, c'est les services rendus. La troisième manière, c'est les moments de qualité qu'on peut passer ensemble. La quatrième, c'est le toucher physique. Et puis le cinquième, je l'ai perdu. Enfin, c'est pas grave. Mais pour dire, on a chacun une manière qui nous est propre de témoigner notre amour.
Et cette manière-là, elle n'est pas forcément la même que ton partenaire. Et comme on a tendance à donner de la manière dont on aimerait recevoir, eh ben souvent, on peut se trouver en décalage. Je te prends un exemple. Moi, dans mes langages de l'amour principaux, qui me touchent le plus, il y a le toucher physique, et puis il y a les paroles valorisantes. Mais si dans le quotidien, ma femme, et puis pour ma femme, les choses qui sont importantes pour elle, c'est les services rendus quand tu lui donnes un coup de main, et puis les moments de qualité. Donc, on se retrouvait, sans connaître tout ça, on se retrouvait, moi, je lui donnais de l'amour en lui faisant des petits câlins, des caresses, en lui disant des petits mots doux, mais elle, ça la touchait pas du tout, parce que ce qui était important pour elle, c'était les services rendus, que je lui donne un coup de main La dans le quotidien. vaisselle. La vaisselle, par exemple, et quand tu le fais en plus de manière spontanée, là, elles se sont comprises, elles se sont aimées, elles se sont soutenues. Voilà, les moments de qualité aussi. Moi, j'étais à fond dans mon business, le travail, etc. Et on moquait de moments de qualité qui étaient un truc super important pour elles. Donc, quand tu comprends qu'on n'a pas les mêmes, et très souvent, on en a deux qui sont principaux pour nous, et c'est en général pas forcément les mêmes que son partenaire. Donc, on communique pas de la même manière par rapport à l'amour et comment est-ce qu'on aimerait se sentir aimé et comment est-ce qu'on transmet notre amour. Et quand tu comprends ça, eh bien, le quotidien est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger parce que tu sais aussi comment témoigner ton amour à ton partenaire. Et quand ça va dans les deux sens, ben, tu te sens pleinement aimé et épanoui. Donc voilà, je vous invite. J'ai une petite vidéo d'ailleurs sur mon site. C'est un petit bonus quand on va sur mon site internet. Vous pouvez télécharger cette vidéo qui explique le concept des 5 langages de l'amour. Et c'est un truc vraiment tout simple et ça fonctionne dans le couple, mais avec ses enfants ou avec ses collègues ou avec sa famille, hein. Les enfants, si tu sais à quoi ils sont sensibles, eh bien, tu peux aussi leur faire plaisir en utilisant les bonnes choses. Oui, Et le dernier, c'était les cadeaux. Les cadeaux, je m'en fous complètement. Donc, tu m'offres une magnifique montre. Alors, je ne hmm. serais pas content, mais ça me touche beaucoup moins que quand ma femme, elle dit mon chéri ou voilà, un petit mot doux, tu vois. Du coup, on mettra tous les liens que tu souhaites hein, dans la description hein, pour te connaître, ta vidéo, et puis tu as, d'autres liens aussi qui Alors, peuvent intéresser. pour les activités de couple, le site, ça s'appelle on-couple-est-heureux, donc on couple et Pas le lien. Ah ouais. heureux.fr. Hmm. Parce que c'est pas tout d'être en couple, mais c'est mieux d'être en couple et Ouais. heureux. Ah, c'est un peu Hmm. le fond du truc. Et puis, la société de coaching sous laquelle j'opère pour accompagner les entrepreneurs, ça s'appelle Extend-Up. On mettra les liens effectivement dans le On mettra les descriptif. liens. Alors, est-ce que tu as encore un petit peu de temps? Oui, oui, je peux encore prendre un petit peu Parce que c'est de temps. vraiment passionnant et vu que je t'ai sous la main, on avait parlé hors antenne de quelque chose qui intéresse beaucoup aussi mes auditeurs, c'est les passages de tunnels problématiques ou la prise de parole en public. Donc, tu as accompagné quelqu'un qui avait peur de prendre les tunnels, c'est ça? Comment tu as fait pour l'aider? Pour l'aider. Alors effectivement, dans les accompagnements que je fais, il y a parfois des demandes ou des blocages des entrepreneurs. Pour ça, ben, j'ai des outils que j'utilise. Et mon but, c'est aussi de leur transmettre ces outils pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Donc, c'était une personne, un type vraiment super, mais qui avait la phobie de traverser les tunnels sur l'autoroute. Et plus il avançait dans sa vie, plus ça l'angoissait et ça avait des effets de bord. Il n'osait plus aller au restaurant. Ça lui a coûté une relation amoureuse parce que avec sa partenaire, ça fonctionnait plus. Après, ça a un peu déteint sur la prise de parole en public. Donc, toi, il y Oui, avait pas mal de choses qui s'enchaînaient. Donc, on a travaillé, euh, entre autres, sur les croyances. Et les croyances, encore une fois, c'est tous les convictions qu'on a, tous les films qu'on se fait. On dit, bah, je vais mourir si je traverse ce tunnel. Mais souvent, c'est beaucoup de choses inconscientes. Donc là, on a travaillé pour identifier quels étaient les blocages, les croyances et tout. Il y a des petits protocoles qu'on utilise.
Et puis moi, j'ai utilisé aussi une technique qui s'appelle Tipeee sur Internet de Luc Nicon. C'est un truc qui a été découvert il y a quoi, une quinzaine, peut-être un peu plus de 15 ans. C'est une technique on appelle ça de régulation émotionnelle. Et le concept, c'est de se dire, notre corps, il a la capacité à réguler les émotions qui sont pas agréables de lui-même, pour autant qu'on le laisse faire. C'est un peu comme si tu te coupes, tu Mm. vois. Ben, ton corps, il va réparer ça tout seul. Ouais. Et si toutes les 2 minutes, tu es en train de toucher la plaie, eh ben, ça ne va pas se cicatriser. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a des difficultés émotionnelles, et puis notre cerveau, il va venir alimenter tout ça. C'est comme si, voilà, encore une fois, si tu es en train de toucher à la plaie, et du coup, ça ne va pas se soigner. Donc là aussi, c'est un petit protocole qui est d'ailleurs très peu intrusif et très rapide. Donc c'est assez génial que j'ai pratiqué avec lui. Et du coup, ben, aujourd'hui, il traverse ces tunnels et c'est le plus heureux des hommes. Donc c'est super cool, quoi. Vraiment, vraiment intéressant. Tu es vraiment complet, en fait, dans ce que tu fais. Ben, tu me posais la question, comment est-ce qu'on entretient un peu tout ça aussi? Ben, pour moi, ça passe par s'outiller, par être curieux. Moi, je passe pas mal de temps à me former pour découvrir des nouvelles choses. D'ailleurs, je te remercie parce qu'en allant sur ton site, j'ai aussi découvert des choses vraiment très, très intéressantes. Donc, c'est vraiment top, hein. Et typiquement, ben, après, je réutilise ça, je vois que ça fonctionne. Moi, j'ai investi énormément d'argent depuis 2015 que j'accompagne et que je me suis formé, mais vraiment beaucoup d'argent. Et je continue parce que pour moi, ça passe par là. Une fois que tu as les bons outils, tu vois que ça fonctionne. Ouh, la vie est super, super chouette. Et quand tu as Et des résultats après sur tes clients, j'ai des résultats sur mes clients et voilà, c'est ça qui me rend heureux, quoi. C'est ça qui fait que j'ai envie de me lever le matin et que j'ai le feu. maintenant, tu es un homme équilibré sur tous les plans, professionnel, familial, les copains, l'activité physique. Oui, tout à fait. Après, Ouais, encore une fois, je ne suis pas à 10 sur 10 partout et je ne serai jamais à 10 sur 10 partout parce ouais. que bah, même si avec ma femme, ça fonctionne super bien dans notre couple, avec mes enfants aussi, bah, il y a toujours des choses où on est peut-être à 8 ou 9 ou 9 et demi, mais on n'est pas à 10. Et après, c'est de se dire, bon, est-ce que je veux vivre avec ça et me faire chier, désolé, c'est un peu grossier, mais me faire chier Non, mais toute c'est ma pas vie grave. avec ça? Ou est-ce que je prends les commandes, je règle ça et après, la vie est plus cool, quoi. Et ça, c'est un choix conscient de se dire, oui, j'accepte. Est-ce que je tolère ça ou pas? Et ben moi, plus j'avance, plus les choses qui m'embêtent, je les tolère plus et je mets en place des choses. Et des fois, c'est des petites choses, hein. Un temps, il y a quelques années, je râlais énormément sur beaucoup de choses. Ah, puis ça va pas. Mais on n'est pas sexy quand on râle, hein. On se rend pas compte, mais on n'a pas envie d'aller boire un café avec le gars qui râle tout le temps, qui a pas la pêche, qui a pas l'énergie. Donc après, qu'est-ce que je mets en place? Ben voilà, c'est des changements de croyance, des nouvelles habitudes, de se dire, ben ok, non, je râle pas. Et notre quotidien, il est vachement plus léger quand on éradique un peu toutes ces choses qui nous pourrissent le quotidien. D'ailleurs, il y a un excellent bouquin qui s'appelle J'arrête de râler. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je l'ai sur ma table de nuit, je ne l'ai pas encore lu, mais ouais. En fait, l'autrice, elle dit qu'à chaque fois qu'elle râle, elle a un petit bracelet comme ça, qu'elle change de main. Et elle doit tenir 31 jours sans râler. Et franchement, elle a mis cette habitude en place et ça a changé sa vie. Ouais. Et les comportements qu'elle avait avec ses enfants, son mari, tout le monde, en fait. Ouais. Vraiment impressionnant. Et c'est Et, c'est encore là ce que je disais, un petit changement qui amène à un grand changement, en fait. et alors moi, j'avais utilisé cette astuce de l'élastique justement pour les pensées positives. Je me force et au début, c'est vraiment se forcer, de se conditionner pour voir les choses de la manière la plus positive possible. Après, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais tu es dans le monde des bisounours et tout. Euh, mais quelque part, euh, moi, ça me rend beaucoup plus service de croire que les choses vont bien se passer, que ça va être positif, versus de me dire, ah non, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, etc. Tu vois, tu te mets dans des dispositions complètement différentes. Après, il faut rester réaliste, évidemment.
mais la manière dont tu vois les choses, c'est quand même vachement plus cool quand tu te les tournes au positif. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. En finalité, le verre, c'est le même, mais la Ouais. manière dont tu vois les choses, l'énergie que ça te donne aussi de voir les choses de manière positive, ça te change vraiment la vie, quoi. Toi, régulièrement, tu travailles sur tes pensées. Et comment tu travailles sur tes pensées alors? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu as des phrases que tu te dis ou tu as des mantras enfin, Ouais, c'est intéressant. Alors oui, déjà, c'est encore une fois de prendre conscience que tu es en train de te raconter des trucs, tu vois. Parce que souvent, tu le fais de manière inconsciente, hein, donc, c'est déjà de se dire, ah ouais, attends, là, je suis en train de me raconter des histoires et il n'y a aucune raison que les choses se passent mal, tu vois. Tu- euh, je te prends un exemple tout con, mais le matin, tu te lèves, puis je sais pas, il y a deux, trois trucs qui se passent pas comme prévu. Avant, je me disais, ah putain, ça va être une journée de merde, mais ça va être une journée. Et effectivement, ma journée, c'était une journée de merde. Mais hmm. donc, maintenant, je me dis, ah non, le pire est passé, tout ce qui vient, ça peut être le mieux. En finalité, ça n'a rien changé aux premières choses de ma matinée qui s'étaient mal passées. Mais ma perspective de la journée d'après, c'est complètement différent. Et peut-être une petite astuce aussi dans ma planification que je fais tous les soirs. Euh, donc, je planifie toutes mes tâches et je me dis de quoi est-ce que je me réjouis pour la journée suivante. Tu vois. Euh, je me réjouis, on va faire un super interview avec Emmanuel. Ce soir, je vais faire du tennis avec ma fille. Je me réjouis parce qu'on va passer un super moment. Et des fois, quand j'ai rien qui m'inspire trop, je me dis, je me réjouis parce que demain, je vais être de super bonne humeur. Et le soir d'après, quand je fais le débriefing de la journée, mais je te garantis, à 95% du temps, toutes les choses dont je m'étais réjoui, ça s'est vraiment passé très, très bien. Parce que, encore une fois, tu es en train de dire à ton cerveau, voilà où je veux aller. J'ai envie que le rendez-vous qui est important avec cette personne-là, ça se passe bien. C'est quoi l'intention que je vais y mettre dedans? J'ai l'intention que ça se passe bien et que je puisse l'aider. Et ben voilà, quand on se met dans ce mode de fonctionnement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et euh, ça induit aussi cette notion de gratitude. Je suis reconnaissant. Ça fait partie aussi des petites routines que j'ai le soir, de quoi je suis reconnaissant de ma journée, des choses que j'ai. Parce que, encore une fois, on peut tout voir négatif. Ah, ben, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ouais, mais d'un autre côté, ben, tu habites en Suisse, c'est quand même cool. Tu as une femme et des enfants en bonne santé, c'est quand même super cool. Tu vois, Hmm. d'être simplement reconnaissant de ce qu'on a. Et d'ailleurs, la gratitude, quand tu es dans la gratitude, c'est impossible d'avoir des pensées négatives. Donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qu'on découvre au fur et à mesure. Et quand tu mets ça en place, ben, ça fonctionne. Il y a un bouquin d'ailleurs, ça s'appelle Mon Journal, je crois, que vous pouvez commander, où ça donne un petit peu le canevas voilà, de ce qu'on peut se dire le soir et pour planifier sa journée. Et que moi, j'ai remodelé à ma façon et que je transmets aux personnes que j'accompagne. Mais je trouve que c'est vraiment très, très puissant d'être reconnaissant, la gratitude, et puis de se réjouir de ce qui va se passer le lendemain. Et à la fin de la journée, il y a aussi le conseil de trouver trois moments dans la journée de choses qui sont super bien passées. Exactement. Toi, tu conseilles de faire un débriefing le soir de ta journée? Tu le fais? Ben, ça fait partie de mon rituel justement de planification. Au moment où je planifie ma journée d'après, à la fois je débriefe la journée qui s'est passée. Je dis ben, de quoi, qu'est-ce qui a été cool, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent aussi, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être stupide. Les trucs qui ne fonctionnent pas, typiquement, un temps, ça m'arrive encore un petit peu, mais j'avais tendance à me coucher trop tard parce que j'aime bien faire beaucoup de choses. La journée d'après, j'étais pas productive, j'étais moins de bonne humeur, etc. Donc, voilà, ça fait partie du débriefing de la journée de dire non, maintenant, je fais plus attention à mes heures de sommeil. Et voilà, on améliore les choses petit à petit comme ça. C'est vraiment, vraiment génial tout ce que tu nous as raconté. C'est vraiment une très, très belle interview. On va quand même s'arrêter là parce qu'on pourrait parler Oui, oui, je suis des heures. désolé. Je te remercie beaucoup, Alain, pour cette Merci belle, à toi, vraiment très, Emmanuel. très belle interview. Et J'espère que ouais, il y aura quelques conseils qui seront utiles. Pour les couples, les 5 langages de l'amour, c'est un truc très simple à mettre en place et qui fonctionne à merveille. Donc,
Je vous invite vraiment à regarder ça. Puis, comme je l'ai dit, je mettrai les liens en fait dans la description pour les gens qui souhaitent travailler avec toi ou te retrouver ou écouter tes conseils régulièrement. Ainsi s'achève cette interview un peu plus longue que d'habitude, mais elle valait vraiment le coup. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez vraiment aimé, dites-le moi dans les commentaires et j'en referai d'autres. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon e-book numérique où vous allez avoir des tas de conseils pour gérer votre stress et votre anxiété. Vous pouvez aussi regarder ma vidéo d'1 heure pour vous débarrasser des crises d'angoisse. Elle est aussi totalement offerte. Et vous pouvez passer 45 minutes au téléphone, rien qu'avec moi, pour parler de vos problèmes. C'est totalement offert et vous trouverez tous les liens sous la vidéo dans la description. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.